Donc déjà bonjour à tous. Donc le métamorphisme, c'est les transformations des roches à l'état solide. C'est-à-dire on prend par exemple un basalte, un gabbro, on le cristallise et lors de son refroidissement, il va se rééquilibrer dans des nouvelles conditions en température avec plus ou moins d'eau et on va transformer les minéraux. Okay, donc ça c'est le métamorphisme. C'est transformation à l'état solide des roches qu'on rééquilibre dans différentes conditions, pression, température, souvent en présence d'un fluide. C'est souvent aussi associé à énormément de déformations. Et la géodynamique, c'est les contextes tectoniques globaux, type subduction, dorsale océanique. Je vais revenir un petit peu sur ces contextes, mais très brève. Et chimique ici, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de tracer les échanges chimiques entre la surface de la planète et l'intérieur. Et donc pour ça, j'essaie de suivre l'évolution de la composition chimique des roches lors des processus métamorphiques. Donc lors de leur transformation à l'état solide, j'essaie de regarder quels éléments chimiques vont être stockés dans les roches et quels éléments vont être relâchés vers les enveloppes externes de la planète. Hop. Donc je vais vous présenter mon parcours. Je vais vous présenter de manière assez détaillée mon parcours pour vous montrer un petit peu comment je suis arrivé à devenir chargé de recherche au CNRS. Donc j'ai fini en 2005 mon bac. Je n'étais pas quelqu'un qui était très scolaire à la base. Je n'étais pas vraiment très intéressé au lycée par ce qui se passait. J'étais un étudiant tout juste médiocre. Et ce qui a commencé à vraiment me motiver, c'est la faculté. Pourquoi la faculté? Parce que j'ai commencé à découvrir qu'en fait on pouvait faire des métiers qui étaient cool, qui étaient sympas en apparence, quoi. Donc j'ai commencé ma première année à l'université de Lille et j'ai commencé à découvrir que voilà, il y avait des métiers sur lesquels on pouvait être dehors, on pouvait observer des processus uniques dans le monde. Là, typiquement, ce qui m'avait beaucoup motivé à la base, c'était l'étude des volcans, où il y avait des professeurs qui nous montraient que voilà, pour aller étudier les volcans, on allait s'intéresser à leur température, la température de la lave, les refroidissements, les gaz qui étaient émis, on allait pouvoir aller échantillonner tout ça. Et tout ça, ça a commencé à me mettre des paillettes dans les yeux et ça a commencé vraiment à me motiver à l'école pour essayer de faire ce métier. Donc très rapidement, je suis parti à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Pourquoi? Parce que la spécialité là-bas, c'est l'étude des volcans. C'est le laboratoire magma et volcans. Et je me suis dit, voilà, si j'allais là-bas, j'allais pouvoir faire ça. Okay. Alors la réalité, c'est un peu moins ça. Voilà un peu les premiers terrains qu'on découvre quand on est à la faculté. Donc c'est un peu moins excitant. Là, ce que vous pouvez voir, c'est un filon de basalte qui recoupe ces sédiments. Donc on est un petit peu loin du rêve, quoi. Mais c'est quand même les premières approches sur le terrain. On découvre différents types de terrains, pas uniquement de la volcanologie, on découvre de la sédimentologie, on découvre ce que c'est que le métamorphisme. Donc c'est ces approches de terrain, moi, qui m'ont vraiment motivé, attiré à travers mon parcours scientifique. Et donc c'est assez naturellement en fait que j'ai continué en master sciences de la Terre, toujours à l'université Blaise Pascal, donc là rattaché au laboratoire magma et volcan pour tout ce qui est stage de recherche en master. Et j'ai pu un peu réaliser un petit peu mon rêve de début d'année de licence qui allait d'aller voir un volcan actif. Donc là c'était en cadre de stage de terrain en master deuxième année où on allait voir le volcan du Stromboli qui est en éruption de manière plus ou moins continue et ça permet de voir des éruptions assez spectaculaires. Et comme je disais, on ne fait pas que de la volcano, on fait différentes choses et moi mon attention elle a commencé à se reporter sur différents types de processus qui sont les processus métamorphiques. Et ce que j'ai vraiment commencé à aimer dans ce métier-là, c'est la découverte de ce type d'échantillons où là vous avez une éclogite. Donc c'est une roche typique des transformations métamorphiques de très haute pression, très haute température. Ça c'est une roche qui a été équilibrée à 2,5 gigapascal pour à peu près 500 ou 600 degrés. Donc c'est vraiment le métamorphisme, on va dire, peut-être le plus abouti qu'on est capable par exemple de retrouver dans les Alpes occidentales. Et là on a des minéraux, le minéral vert que vous pouvez voir c'est un pyroxène,
Le rouge, c'est des grenats. Le blanc, ici, c'est du quartz. Et ça, à la base, tout ça, cette roche, c'était un gabbro. Un gabbro qu'on a complètement retransformé et rééquilibré dans les conditions de très haute pression, très haute température. Et donc, plutôt que de partir en volcanologie, j'ai poussé mes études vers la pétrologie, l'étude de ces roches, de ces transformations métamorphiques. Et donc, j'ai eu la chance d'être pris en bourse ministérielle à Clermont-Ferrand pour effectuer une thèse avec Christian Nicolet, qui est un géologue en pétrologie métamorphique. Et j'ai eu un financement de 3 ans pour travailler sur les serpentinites, qui est un type de roche. C'est des roches typiquement du manteau qui ont été très fortement hydratées en domaine intra-océanique ou en domaine de subduction, et donc qui portent énormément d'éléments qu'on appelle volatiles, hein, donc typiquement tout ce qui est soufre, carbone, etc. Et c'était essayer de retracer l'évolution chimique de ces roches pendant la subduction. Et mon terrain d'étude, c'était les Alpes occidentales. Donc voilà, vous avez une carte, un petit peu une carte des conditions métamorphiques des Alpes occidentales ici. Donc en fait, comment il faut lire ce type de carte? Donc ça, c'était un peu mon terrain de jeu en thèse. Comment il faut lire ce type de carte? Ce qui est en vert, c'est les vestiges. Enfin, toutes ces couleurs-là, c'est les vestiges de l'océan alpin et des unités continentales européennes qui ont été subduites à différentes conditions pression-température lors de la formation des Alpes. Et donc on retrouve d'ouest en est, ici, un gradient métamorphique, un gradient en pression-température, hein, avec des roches équilibrées dans ce qu'on appelle faciès schiste vert, donc c'est de relativement basses conditions de pression-température, c'est de l'ordre de 200 à 400 degrés par exemple, moins d'1 gigapascal. Ensuite, schiste bleu, ça va jusqu'à 500 degrés approximativement. Et enfin, éclogite, où là on a des roches qui peuvent être équilibrées jusqu'à 2,5 GPa, 600 degrés, et même plus pour ce qui est des unités continentales, comme par exemple Doramera, Grand Paradis ou Césia. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait énormément de terrain. Donc ça, ici, vous avez une photo qui est prise à la frontière entre la France, ici, et l'Italie. Ce que vous voyez au loin, c'est le début du massif de l'ophiolite, donc la vestige de la croûte océanique, de la lithosphère océanique du mont Viso. Et ici, le Queyras, donc c'est les conditions, c'est vraiment cette limite-là, ici, entre le faciès schiste bleu et le faciès éclogite. Et c'est ce type de caillou ici que j'allais échantillonner dans ce type de contexte. Donc ici, une serpentinite, voilà un peu à quoi ça ressemble. Hein. C'est une roche qui a un peu un aspect d'écaille de serpent. Hein. Donc c'est d'où son nom serpentinite, hein. Ça ne vient pas de très loin. Et c'est ce type d'échantillon-là qui m'intéressait particulièrement pour aller échantillonner dans ce type de contexte géodynamique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait énormément de pétrographie sur ces échantillons, c'est-à-dire essayer de caractériser les différents minéraux qui cristallisent dans ces roches en fonction des différentes conditions pression-température. Donc là, c'est ce que vous voyez illustré de manière un petit peu grossière ici, avec l'évolution des conditions pression vers le bas. Donc plus ça va vers le bas, plus on s'enfonce dans la lithosphère pendant la subduction. Hein. Et l'évolution des conditions pression-température, par exemple, ici, à droite. Et donc là, quand on reprend 1, 2, ici, la pointe Montémajor, ici, et 3 et 4, voilà l'évolution des conditions pression-température de ces roches selon un gradient de subduction. Et ça, c'est les différentes transformations que j'observais pendant ma thèse avec des changements des minéraux dans les roches en fonction de l'évolution des conditions pression-température. Voilà, c'était ça un peu mon travail de thèse, reconstruire un peu cette subduction, les différentes transformations pétrographiques dans les roches pendant la subduction. Et pourquoi on faisait ça? Parce qu'après, on couple ces observations à des analyses beaucoup plus poussées qui vont nous permettre de suivre la chimie de ces roches, des minéraux notamment composant ces roches pendant la subduction. Notamment pendant ma thèse, j'ai beaucoup travaillé au synchrotron Soleil, au niveau des lunes de lumière du synchrotron, pour essayer de caractériser l'état d'oxydoréduction du fer dans les minéraux constitutifs de ces roches pendant la subduction. Donc voilà, ça c'était mon travail de thèse
entre 2010 et 2013. Donc après, on défend sa thèse, on est fier, hein, on vient de finir, on vient d'aboutir à un travail qui est assez important, et après, je suis passé dans une période qui est un peu plus longue, c'est ce qu'on appelle le postdoc. Donc ici, vous avez un petit sketch qui moi m'avait fait beaucoup rire quand j'étais en postdoc. Qu'est-ce que c'est que le postdoc en fait? Et bah, là, vous avez un petit sketch qui essaye de résumer un petit peu la vie de postdoc, avec au début du sketch un postdoc qui décroche son ticket doré, hein, qui décroche son job à la faculté. Hein. Ses copains qui restent un petit peu contents pour lui, mais quelque part aussi un peu et moi, quoi. Et là, le nouveau postdoc qui arrive, qui dit voilà, on est tous bloqués ici comme postdoc. Et le nouveau postdoc qui arrive, qui demande ça dure combien de temps un postdoc? À peu près 2 ans. C'est pas si mauvais que ça, 2 ans. Non, mais 2 ans chacun. Un postdoc, c'est 2 ans à chaque fois. Et puis le dernier étudiant qui dit moi j'en suis à mon 6e postdoc, quoi. Donc c'est une période qui peut être assez longue, quoi. Moi, ça m'avait fait beaucoup rire ce sketch quand j'étais postdoc. Ok, donc voilà un peu ma vie de postdoc à travers les différentes universités. Donc j'ai commencé mon premier postdoc à l'université de Durham, donc c'est au Royaume-Uni. C'est quasiment à la frontière avec l'Écosse, c'est proche de Newcastle. Donc j'ai fait quasiment entre un peu plus de 2 ans de postdoc à l'université de Durham. Après, je suis allé à l'université de Cambridge pendant un peu plus d'1 an. Donc Cambridge, c'est juste à côté de Londres. Donc là, j'étais ce qu'on appelle postdoctoral associate, c'est-à-dire que j'étais rattaché au projet de recherche de quelqu'un. Et je travaillais pour le projet de recherche de cette personne. En 2017, j'ai obtenu ce qu'on appelle un fellowship, c'est-à-dire que j'ai écrit des projets pour avoir mon propre financement pour développer ma propre recherche. Et là, j'ai pu aller développer ma propre recherche à l'Université libre de Bruxelles pendant à peu près 2 ans et demi. Et en 2019, j'ai fait quelques mois de postdoc à l'Institut de physique du Globe de Paris avant d'enfin décrocher mon ticket doré, quoi, pour le CNRS. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années de postdoc? Alors le but du postdoc, le premier but du postdoc, ça va être dans un premier temps d'élargir ses connaissances et ses compétences. Donc moi j'avais fait une thèse en pétrométamorphique et quand je suis arrivé en postdoc à l'université de Durham, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait en thèse. J'ai commencé à faire des mesures isotopiques. Donc c'est-à-dire dissoudre des roches pour les purifier, pour séparer des éléments et après mesurer les abondances isotopiques d'un élément en particulier sur ce qu'on appelle des spectromètres de masse à multicollection. Et j'ai commencé à découvrir en fait un nouvel environnement de recherche. J'ai fortement développé mes compétences et j'ai allié les compétences que j'avais déjà sur les roches métamorphiques à ces nouvelles compétences pour essayer de développer un aspect de recherche nouveau par rapport à ce qui se faisait en fait déjà sur les roches métamorphiques. Et c'est par là que je pense que la vie de postdoc, le but final, c'est de se rendre complètement indépendant dans sa recherche et surtout d'en faire quelque chose d'unique. C'est-à-dire quelque chose qui nous caractérise et qui fait que lorsqu'on va discuter en congrès, lorsque les gens vont parler de nous, parce qu'on a besoin de se faire connaître pour pouvoir finalement accrocher le ticket doré, hein, et faire quelque chose d'unique, c'est « Ah oui, Baptiste, c'est le mec qui fait ça ». Voilà, c'est simple, c'est juste ça, quoi. Et de se rendre unique vis-à-vis de nos collègues. Ce qui est intéressant aussi, particulièrement enrichissant dans la vie de postdoc, c'est la découverte de nouveaux laboratoires, mais aussi de nouvelles cultures, hein, avec des fois des choses qu'on n'aime pas trop, hein, c'est ce que j'ai appelé ici faiblesse, mais aussi des choses qu'on trouve vraiment très très bien, qu'on n'a pas vu dans d'autres laboratoires, par exemple en France, et qu'on aimerait bien commencer à développer dans ces nouveaux laboratoires quand on va rentrer. Et on va aussi apprendre à collaborer avec différents types de chercheurs, c'est-à-dire que lorsqu'on fait sa thèse, on est un petit peu dans une bulle. On travaille beaucoup avec son directeur de thèse, les collaborations qui sont établies par son directeur de thèse, et lorsqu'on arrive en postdoc, en fait, on se développe ses propres collaborations et on commence à travailler de manière complètement indépendante avec différents groupes, et c'est comme ça qu'on échange et qu'on découvre des nouvelles approches et des choses
original. Il y a un aspect de la vie de postdoc qui est assez stressant, c'est qu'il faut être très productif. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est capable de développer des projets, qu'on est capable de faire beaucoup de données, de produire, et qu'on est capable d'écrire des papiers. Ça, écrire des papiers en sciences, typiquement quand on est en postdoc, c'est un aspect très important parce que ça montre qu'on est très actif, qu'on fait des choses qui sont dans l'air du temps, dans l'air de la recherche, et ça nous rend très attractifs. En anglais, on parle beaucoup de publish or perish lorsqu'on est en postdoc, c'est-à-dire que si on s'arrête de publier, eh ben, c'est un peu comme si on arrêtait un petit peu de faire de la recherche. Donc tout ça, ça met quand même une certaine pression à la condition de postdoc. Et ça fait que même si c'est des choses c'est une période qui est très enrichissante, bah, c'est une période qui peut être source de tension aussi. Hein. Et ce qui est très important en postdoc, c'est aussi apprendre et se relever de ses échecs. Pendant toute cette période, pendant ces 7 ans, là, j'ai postulé de manière régulière sur des postes permanents, que ce soit sur des postes de maître de conf ou au CNRS. Et j'ai plus souvent pas été pris que pris, parce que j'ai été pris qu'une fois, alors que j'ai dû postuler en tout et pour tout à une vingtaine de postes, quoi. Donc il faut apprendre des fois pourquoi on n'est pas pris, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'il faut mieux faire, comment il faut aussi faire évoluer sa science pour la rendre plus attractive. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à se relever de toute cette période qui est un petit peu en dents de scie en termes de morale, mais qui nous permet de devenir en fait un chercheur accompli. Donc en 2019, hein, j'ai eu mon ticket doré et je suis rentré chercheur au CNRS après 7 ans de postdoc. Donc 7 ans, je dirais que c'est une période à peu près, parmi les gens que je connais, c'est à peu près une période moyenne. C'est de l'ordre de 7 ans de postdoc, ça me paraît être une période à peu près moyenne avant de trouver un poste. Il y en a qui arrivent plus tôt, il y en a qui arrivent plus tard, mais ça faut en être conscient que c'est une période qui peut être assez longue. Hein. Et donc j'ai enfin pu décrocher mon ticket doré pour le CNRS. Donc qu'est-ce que je fais depuis que je suis attaché au CNRS, rattaché au CNRS et à l'Institut physique du globe de Paris? Une grosse partie de mon travail de recherche, ça va être de trouver des financements pour faire vivre ma recherche. Donc ces financements, là ici je vous en ai mis 3 qui sont, je pense, les plus évidents à trouver. Donc on a des appels d'offres nationaux. On a le CNRS, l'INSU qui est tous les ans. C'est des relativement petites sommes, c'est de l'ordre de 10 000 € pour faire sa recherche. Généralement, c'est des projets annuels. On a des projets de un peu plus grande ampleur, ici avec l'ANR, qui sont plusieurs centaines de mille d'euros, entre, on va dire, 300 et 600 000 €, qui sont généralement des projets qu'on peut établir entre 4 et 6 ans. Et enfin, on a des projets qui sont de très très grande envergure, qui sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Hein, et c'est là, à l'échelle de l'Union européenne, et c'est ce qu'on appelle des ERC. Donc, typiquement, les ERC, c'est pour monter des gros groupes ou avec des instruments, des gros projets de recherche. Et plus on va vers le CNRS, plus c'est pour monter des projets de recherche de relativement faible envergure. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On fait de la recherche, on paye les machines, le temps de machine, on fait du terrain, on fait des analyses, on achète aussi un peu de matériel, on recrute des thésards, on recrute aussi des postdocs en fonction des types de financement qu'on a. Typiquement, c'est avec l'ANR et l'ERC qu'on va pouvoir commencer à recruter de manière indépendante des thésards ou des postdocs. Et lorsqu'on a vraiment des gros financements, type ERC, on va pouvoir acheter et développer des nouvelles machines dans des nouveaux instituts et donc mettre en place des nouveaux types de mesures dans un laboratoire. Deuxième partie de mon temps de chercheur au CNRS, c'est de l'encadrement. Donc différents types d'encadrement. Hein. Donc je ne donne pas beaucoup d'heures de cours parce que j'ai la chance d'être chercheur à temps plein, enseignant-chercheur, donc j'en donne à peine une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures par an, c'est vraiment pas beaucoup, hein, comparé à nos collègues enseignants-chercheurs qui en donnent plusieurs centaines par an. Hein. Moi je fais beaucoup de formations d'encadrement de thésards et de postdocs sur les machines du laboratoire, notamment les collecteurs, les MCIC, les multicollecteurs ICP-MS, hein,
Donc je fais de la formation en travail en salle blanche pour 4 thésards et un postdoc en ce moment. Je relis leurs projets, leurs papiers. J'essaye aussi de les aider un peu dans leur parcours pour essayer de trouver d'autres postdocs, pour essayer de trouver des jobs permanents. Et surtout avec le Covid, soutien moral, c'était devenu important, essayer de suivre un peu au quotidien les gens qu'on encadre pour savoir un peu quand est-ce qu'ils vont bien, quand est-ce qu'ils vont pas bien, et comment on peut les aider au laboratoire pour que les thèses et les postdocs se déroulent le mieux possible. Je fais de la recherche quand même. Donc ma recherche, c'est pas mal d'échantillonnage. Je fais entre une semaine et un mois de terrain par an. Je fais pas mal d'analyses en laboratoire. Et après, je me déplace pour faire des congrès scientifiques, des workshops. Donc la différence fondamentale entre congrès et workshop, les congrès, c'est de grande envergure, il y a beaucoup de thématiques, c'est plusieurs milliers de personnes. Les workshops, c'est en comité beaucoup plus restreint, et généralement, on va parler d'une thématique donnée. Donc c'est vraiment des choses là où on peut interagir sur sa spécialité. J'écris des papiers, et bien sûr, j'évalue les projets et les papiers de mes collègues. Et enfin, une grande partie de ma recherche, c'est aussi de faire autre chose que de la recherche sensu stricto. C'est beaucoup d'administratif, que ce soit au niveau de gestion des budgets, assurance, essayer de trouver des postdocs, des thésards, ou même, pourquoi pas, des gens qu'on pourrait recruter dans l'équipe. Des réunions, il y en a beaucoup, parce que il y a des réunions d'équipe pour savoir comment on gère l'équipe, mais aussi au niveau des plateformes analytiques, pour savoir qu'est-ce qu'on va développer, qu'est-ce qui rentre en priorité, quels sont les problèmes qu'on rencontre sur les machines, comment on va les résoudre. Des comptes rendus, donc ça soit pour tous et des comptes rendus pour tout ce qui est financement qu'on a pu obtenir. Je fais aussi partie de membres de comités, notamment de la plateforme des rayons X au niveau de la région parisienne. J'essaie de faire un peu de vulgarisation scientifique pour essayer toujours de garder un peu ce côté enseignement que je n'ai pas à travers mon encadrement. Et je fais d'autres tâches peut-être plus secondaires comme la gestion du site web, etc. Au niveau de l'équipe. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de mon parcours, de ma recherche, de ce qu'il en est. Hop. Donc qu'est-ce que c'est que ma thématique de recherche et qu'est-ce que je fais fondamentalement dans ma recherche? Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre les échanges chimiques entre la surface, les océans, l'atmosphère et l'intérieur de la planète. Et pour ça, qu'est-ce que je regarde? Je vais regarder le cycle de la lithosphère océanique. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais m'intéresser à la genèse de cette lithosphère océanique au niveau des dorsales océaniques. Donc c'est typiquement, lorsqu'on regarde une carte, c'est le milieu des océans, c'est le trait qu'on voit au milieu des océans, qui correspond au dorsal océanique. C'est les zones d'expansion océanique, c'est là où l'océan s'ouvre. C'est là où le manteau va remonter vers la surface. Lorsqu'il va remonter, il va être très chaud. Il va se passer ce qu'on appelle une décompression adiabatique. Il va entrer en fusion. Il va former des basaltes et il va former des basaltes et des gabbros. Il va former ce qu'on appelle la croûte océanique sensu stricto. Et cette croûte océanique, elle va refroidir lorsque l'océan va s'étendre et elle va interagir avec l'océan. Et lorsqu'elle interagit avec l'océan, c'est là que les processus métamorphiques vont rentrer en jeu. Et donc, il y a des éléments des océans qui vont être restockés dans la lithosphère océanique. Typiquement, on va cristalliser des minéraux qu'on appelle hydratés, c'est-à-dire des minéraux qui vont pouvoir intégrer de l'eau structurale dans leur composition. Et donc, on va stocker en même temps des éléments volatiles qui sont riches dans l'eau. Typiquement, le chlore, on va pouvoir stocker une grande partie de chlore dans la lithosphère océanique lors de son altération. Et donc, on va modifier sa composition chimique. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de contraindre ces échanges. Quand est-ce qu'ils ont lieu? De quel type? Quelles sont leurs envergures? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que ça modifie le budget chimique de cette lithosphère océanique? Pourquoi? Parce qu'après, cette lithosphère océanique, elle va vieillir, elle va s'alourdir, elle va se refroidir, et elle va rentrer en subduction, donc on va replonger vers le manteau. Et là, c'est la deuxième partie qui va m'intéresser énormément, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque cette lithosphère océanique va replonger dans le manteau. Donc on a une roche qui a été équilibrée
à la surface, on augmente les conditions pression-température, on rééquilibre dans différents environnements de conditions pression-température, même pH, fugacité en oxygène, etc. Et donc, on va recristalliser des nouveaux assemblages, et ces recristallisations métamorphiques, elles vont être associées à une déshydratation importante des roches. Et donc, il y a une grande partie des fluides qui ont été stockés dans la lithosphère océanique qui vont remigrer vers le coin mantélique, ici, et qui vont abaisser la température de fusion de la péridotite et donner naissance au magmatisme d'arc qui va ensuite dégazer et réémettre vers la surface. Okay. Et donc là, moi, ce que j'essaie de savoir, c'est quels sont les éléments qui vont être mobilisés dans la phase fluide, ici, lors de la déshydratation de la plaque plongeante, et à savoir quels sont ceux qui vont rester dans cette lithosphère océanique, et ensuite être transférés vers l'intérieur de la planète, et donc participer à l'évolution de la composition chimique de l'intérieur de la planète au cours des temps géologiques. C'est-à-dire, est-ce que la composition du manteau, elle est constante à travers les temps géologiques, ou est-ce qu'elle évolue, et quel est le rôle de ce processus de subduction sur l'évolution de la composition de l'intérieur de la planète. Alors, comment je fais ça? Comment je récupère des roches qui échantillonnent tout ce cycle de la lithosphère océanique? Et bien, j'ai une première approche qui va être ce qu'on appelle de l'échantillonnage, enfin ce que j'ai appelé ici, de l'échantillonnage in situ, c'est-à-dire que je vais aller chercher les roches directement dans leur contexte géodynamique. Donc pour ça, je participe à énormément de campagnes en mer, donc différents types de campagnes en mer. Donc là, ici, je vous ai présenté les deux principales auxquelles j'ai la chance de participer de manière directe ou de manière indirecte. C'est ce qu'on appelle l'International Ocean Discovery Programme des pays. Ça, c'est un programme international qui est géré par la communauté scientifique. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les pays donnent de l'argent pour financer ce type de bateau. Ça, c'est le JOIDES Resolution. C'est un bateau de forage océanique scientifique. Donc, c'est un bateau qui est équipé pour faire de la science en mer et aller forer directement la croûte océanique dans son contexte. Donc, il faut savoir qu'avec ce type de bateau, on va pouvoir faire des forages qui vont être quand même plus limités que ce qu'on fait sur le continent. Hein. Sur le continent, on peut aller jusqu'à une dizaine de kilomètres. En mer, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas directement à la surface, qu'il y a plusieurs milliers de mètres qui nous séparent entre la surface de l'océan et le plancher océanique, et que nous, ce qu'on veut, c'est aller forer en dessous, quoi. Donc, il faut imaginer un bateau qui bouge, un tube qu'on essaye de faire descendre sur le plancher océanique, qui bouge. Donc on comprend bien qu'on n'est pas dans des conditions optimum pour aller forer la croûte océanique. Et donc les forages sont de moins grande envergure que ce qu'on peut retrouver au niveau du continent. Là, c'est plus de l'ordre du kilomètre qu'on va réussir à forer dans la croûte océanique. Et donc on va réussir à faire remonter des échantillons qui échantillonnent directement le plancher océanique. L'autre type de campagne, là ici j'ai pas pu participer de manière directe sur ce type de bateau parce qu'en fait j'ai attrapé le Covid 3 jours avant de partir. Donc j'étais interdit à bord, sinon ça aurait été une catastrophe, quoi. Et donc ça c'est un bateau qui est géré par la flotte française et qui est rattaché à l'Ifremer. C'est le bateau le Pourquoi pas. Et donc là ici vous voyez il n'y a pas de, c'est un bateau qui est de moins grande envergure. Là on est de l'ordre de 250, je crois, mètres de long. Et là, c'est simplement une centaine de mètres de long. Hein. Et donc là, ici, on ne va pas faire de forage directement, mais on va plutôt faire de l'imagerie des fonds marins. Et on va faire du dragage. Donc typiquement, c'est un filet où on va pouvoir ramasser les roches au niveau de la surface. Et on va même pouvoir envoyer des petits robots pour aller échantillonner le fond marin. Donc, comment ça se passe, ce type de campagne en mer? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est quoi? Donc là, je vous montre un peu le déroulement
d'une campagne en mer à laquelle j'ai participé. Donc là, ici, c'est l'Asie, c'est la Chine. Ici, c'est les Philippines. Et ici, on a une zone de subduction, ici, que vous pouvez voir là. Le trait bleu foncé, ici, c'est la fosse en avant de la zone de subduction. C'est là où on retrouve les zones les plus profondes dans l'océan. Ici, c'est la fosse des Mariannes. On va jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Hein. Et ici, on a le début de la zone de subduction. On a la plaque Pacifique qui est subduite, qui passe sous la plaque philippine. Et juste ici, là, qui ressort en relief, c'est l'arc volcanique. Et nous, ce qu'on a échantillonné, c'est la zone juste avant l'arc, ici, pour essayer d'avoir des roches qui avaient enregistré les interactions fluides entre la lithosphère océanique qui est subduite et le coin mantélique. Et donc ça, c'est une mission qui s'est déroulée sur un peu plus de 2 mois. C'est-à-dire qu'on a débarqué à Guam, qui est une petite île américaine, une semaine, je crois, 4-5 jours avant le départ du bateau. On rentre en quarantaine à un moment sur le bateau, on fait pas mal de tests, et après on embarque en mer pour 2 mois d'expédition. Et tous les points que vous voyez, c'est les points sur lesquels le JOIDES Resolution, donc le gros bateau là, que je vous présentais avant, là, celui-là, est allé forer directement la zone avant arc des Mariannes. Donc ça a duré plusieurs semaines, quasiment 2 mois, et jusqu'à notre retour à Hong Kong. Et quand on arrive à Hong Kong, on débarque, et il y a une nouvelle mission scientifique qui commence, donc ils refont le plein des cales, et hop, le bateau il repart, et le bateau ne s'arrête jamais, en fait, est tout le temps en train d'explorer les fonds marins à la surface de la planète. Alors, qui c'est qui embarque dans ce type de campagne? Il y a pas mal de monde. Hein. Donc, bien sûr, il y a les marins pour gérer le bateau, pour gérer tout ce qui est recyclage de l'eau, pour avoir de l'eau potable, pour pouvoir se laver. Il y a toute une partie du personnel en cuisine pour faire manger. Il y a une grande partie technique pour gérer le forage. Là, c'est toutes les personnes que vous voyez en rouge. Et vous avez les scientifiques ici qui vont vouloir étudier les roches qu'on va pouvoir faire remonter sur ce type d'expédition. Donc c'est quand même pas mal de monde, des gens de toute nationalité. Typiquement, il y avait 2 Français, 2 Anglais. Donc, moi, je comptais pour un Anglais parce que j'étais basé en Angleterre à l'époque. Vous avez beaucoup d'Américains, je crois qu'il y avait 5 ou 6 Américains. Il y avait pas mal de Chinois, il y avait un Coréen. Enfin, c'est vraiment très diversifié, c'est beaucoup de cultures différentes. C'est vraiment des missions qui sont assez enrichissantes d'un point de vue personnel. Et croyez-moi, c'est assez particulier d'être bloqué sur un bateau comme ça pendant 2 mois en système fermé. C'est assez cocasse. En plus, on a passé Noël, le jour de l'an, etc. On a fait un barbecue de Noël. C'était assez dépaysant, j'ai trouvé, quoi. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est embarqué sur ces missions en mer? Donc là, déjà, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est ce que je vous disais, typiquement avec le bateau de l'Ifremer, le pourquoi. On va faire beaucoup d'imagerie. Donc, on va faire d'imagerie via des sismomètres qui vont nous permettre de caractériser l'évolution de la vitesse des ondes sismiques avec la profondeur dans la croûte océanique, et pour pouvoir caractériser en fait, la structure de cette lithosphère océanique en profondeur. On va aussi avoir des espèces de petits sous-marins, c'est des AUV, qui vont nous permettre de faire des cartographies de très haute résolution de la surface du plancher marin, essayer de reconnaître les structures, commencer à faire de la tectonique via des images, et essayer de comprendre comment la structure s'organise avec la très haute résolution. Typiquement, là, avec ce type de... Ce qu'ils sont en train de développer lors de cette mission, là, c'était la mission Arc-en-Sub, là, que je n'ai pas pu suivre parce que j'étais bloqué pour Covid. Ils sont en train de faire de l'imagerie des fonds marins, et le but, c'est d'aller faire découvrir les fonds marins aux étudiants, et donc d'y aller avec un casque de réalité virtuelle et de se balader au fond de l'océan, quoi,
à plusieurs milliers de mètres, essayer de reconnaître les structures, les cheminées hydrothermales. C'est vraiment des projets qui sont assez diversifiés, excitants à mettre en place. Et ça aussi, cette résolution, bah, ça nous permet donc de localiser les structures et donc de localiser les endroits où on va pouvoir envoyer un petit robot bah, pour aller filmer le fond de l'océan et aller remonter des échantillons, les collecter et pour après aller satisfaire les objectifs de recherche qu'on s'est fixés. Hop. Alors là, je voudrais vous montrer un petit peu une vidéo, j'espère que ça a marché. Donc c'est pas une vidéo de l'Ifremer, va y avoir la référence qui va sortir au début. Donc c'est une vidéo qui a été faite en 2016 à travers ce type d'engin qui permet d'aller au fond de l'océan et pour aller découvrir un peu ce qui s'y passe. Et c'est une vidéo qui a été faite au niveau de la zone de subduction des Mariannes, donc là que je vous ai présenté juste avant, où on a des gigastructures qu'on appelle des volcans de boue. Et donc quand je dis gigastructure, c'est plusieurs kilomètres, hein, c'est quasiment comme si on avait la chaîne des puits au fond de l'océan. Donc c'est ça qu'on va aller regarder. Et on va aller regarder à quoi ça ressemble ce cratère, le sommet de ce cratère, à travers cette mission. Donc je sais pas, je vais peut-être vous la laisser passer, bon, je vais la commenter. Donc là ici on est à plusieurs milliers de mètres sous la surface. Et on est au niveau du plancher océanique, au sommet d'un volcan de boue, d'un des plus gros qu'on a repéré au niveau de cette zone de subduction, qui est le volcan Sos Chamorro. Et ce qu'on découvre ici, c'est des espèces de colonnes ici, qui sont associées avec énormément de vie. Il faut savoir qu'au fond des océans, c'est un peu comme si c'était des déserts. Hein. Et ça, faut s'imaginer que c'est un oasis au niveau de ce fond des océans. Et on voit qu'il y a énormément de vie qui se développe au niveau de ces colonnes, qu'on appelle des colonnes hydrothermales. Hein. C'est des colonnes qui sont composées ici principalement de calcaire et de brucite. C'est un hydroxyde de magnésium. Et donc qui sont associés à énormément de vie. Je vais vous repasser la vidéo parce que je vais continuer à la commenter. Hop. Et donc qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Donc ces colonnes, en fait, c'est des colonnes où on dégaze énormément de fluide. C'est-à-dire qu'en profondeur, on a des transformations métamorphiques qui ont lieu, et ces transformations métamorphiques, elles vont relâcher des fluides, okay, de l'eau de mer qui a été modifiée, dont la composition a été modifiée. Et ici, ce qu'on va retrouver, c'est des fluides qui vont être très riches en hydrogène et en méthane. Et ça va permettre, donc ça c'est des fluides de relativement basse température, ce qu'on appelle des fumeurs blancs typiquement, et c'est des fluides qui sont moins d'une centaine de degrés. Et ici vous avez tout ça qui se développe, toutes ces communautés ici qui se développent, ces organismes qui se développent, parce qu'en fait ça permet de subvenir à la diversité microbienne au niveau du plancher océanique. Et donc là, dans un environnement sans vie, en fait on fait naître, on subvient à la vie dans ce type d'environnement. Donc ça, par extrapolation, c'est ultra intéressant pour les scientifiques, parce que lorsqu'on commence à se poser des questions de comment la vie est apparue sur Terre, comment elle s'est développée sur Terre, et bien typiquement là, on est dans des environnements pas forcément favorables au développement de la vie, et on voit que ce type de fumeur permet de développer énormément de vie, différents types d'organismes au niveau des fonds marins. Et donc ça, c'est peut-être un analogue de ce qui s'est passé de manière très très précoce au niveau de la planète, okay, avec les premières émergences de la vie sur Terre, etc. Donc c'est pour ça que ça attire énormément, ça excite énormément les scientifiques à l'heure actuelle. Donc là, je vous ai montré des fumeurs de relativement basse température, hein, mais il peut y en avoir de différents types de compositions, de plus haute température, typiquement ce qu'on appelle les fumeurs noirs, ce qu'on va retrouver beaucoup au niveau de la dorsale médio-atlantique, hein, où là on va avoir des fumeurs donc de l'ordre de 350 à 400 degrés qui là vont être beaucoup plus riches en métaux, en soufre, etc. Et aussi en hydrogène. Donc là on a formé de l'hydrogène, on a formé du méthane, on a formé de manière métamorphique en fait. C'est ces réactions métamorphiques qui forment tout ça. Ça va intéresser donc la communauté scientifique pour, je veux dire, tout ce qui
ce qui est synthèse des molécules prébiotiques, etc. Mais ça va aussi intéresser aussi les industriels, savoir comment on produit l'hydrogène, potentiellement comment on peut le stocker dans la lithosphère océanique, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très attractif dans la recherche à l'heure actuelle. Ok, donc là, on retourne sur le bateau, hein, on retourne sur le JOIDES Resolution, on n'est plus au niveau des fonds marins, on a trouvé les cibles qu'on voulait aller forer, on s'est fixé différentes cibles, donc bien sûr, c'est des cibles qu'on a reconnues en amont, typiquement avec un bateau type de l'Ifremer, on a imagé la surface et on a monté un projet d'envergure internationale et on a dit ce qu'on veut aller faire, c'est aller forer à ces endroits-là pour répondre à tel type et tel type de questions. Et donc voilà, donc là, ça c'est vraiment, là, quand on arrive à ce niveau-là, c'est déjà un aboutissement de pouvoir monter ce type de mission à l'échelle internationale. C'est des missions qui se montent sur vraiment plusieurs années avec des équipes assez larges. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'expédition, la 366 dans les Mariannes, je me demande si elle n'est pas restée en stand-by pendant quasiment une dizaine d'années. Donc là, vraiment, quand on arrive là, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail de recherche en amont pour aller forer ce plancher océanique. Donc là, on est sous la colonne du JOIDES, on a l'équipe technique ici qui est en train de s'affairer à aller faire descendre les tubes vers le plancher océanique. Donc là, on les voit en train d'empiler les tubes. Donc une grande partie, faut se mettre en perspective que là, les fonds marins, ils sont très très loin. Ils sont plusieurs milliers de mètres sous la surface de l'océan. Et donc, il faut vraiment empiler beaucoup de tubes. Donc dans le bateau, on a vraiment une batterie de tubes pour aller atteindre le plancher océanique. Et ce qu'on voit, donc là, c'est les ingénieurs là, qui sont en train de descendre ces tubes vers le plancher océanique. Donc ça se fait pas rapidement, hein. C'est des tubes qui font plusieurs dizaines de mètres. Il faut les empiler les uns avec les autres. Ça prend énormément de temps de mettre en place ce type de système pour aller forer l'océan. Et donc, ce qu'on va venir ensuite faire descendre à travers cette colonne, c'est ce type d'engin. C'est une foreuse, hein. Donc on a typiquement, il y a différents types de forêts en fonction des différents types de matériaux qu'on rencontre. Si le sol est plus mou, on n'a pas le même type de forêt, mais ça c'est typiquement pour aller forer des choses qui sont assez dures, où en fait on a différentes têtes rotatives qui vont venir briser la roche, et chacune tourne de manière indépendante, et elles vont aussi tourner les unes par rapport aux autres, et donc on va dégager la roche autour, et on va récupérer la roche à travers un tube, ce qu'on appelle un carottage, hein, un core en anglais. Hein. Et donc là, vous voyez typiquement un ingénieur là, qui est en train de vérifier comment la tête a pu s'abîmer à la surface du plancher océanique. Est-ce qu'il faut la changer en fonction des différents types de matériaux qu'on a rencontrés. Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose sur le bateau en accord avec les scientifiques et l'équipe technique. On essaie de beaucoup interagir pour savoir qu'est-ce qu'on veut récupérer. Est-ce qu'on veut récupérer quelque chose de continu, linéaire, ou est-ce qu'on a différents types d'échantillons qui nous intéressent, et en fonction, on va adapter le type de forêt qu'on met à la base ici de ce grand tube. Voilà un peu à quoi ça ressemble depuis le bateau. C'est-à-dire qu'on a une caméra embarquée, ici on voit la tête du tube qui a enfin atteint la surface de l'océan. Donc là, c'est un cas de figure un petit peu particulier. C'est que là, on ne regarde pas pour aller forer directement la surface de l'océan, mais là, on joue à la pêche à la ligne, en fait. On a mis ce qu'on appelle un cork, c'est pour aller échantillonner les fluides qui sont relâchés par la lithosphère océanique sur plusieurs années. Donc on a placé ça 10 ans avant, lors d'une mission. Et donc, on fait descendre un espèce de grappin, et donc il faut s'imaginer à la pêche à la ligne, avec plusieurs milliers de mètres, un bateau qui bouge parce qu'il y a la houle, et une équipe technique qui essaye de faire bouger le forêt pour aller essayer d'attraper en fait ce cork, cet échantillonnage des fluides relâchés ici à la surface. Et donc nous, pendant ce temps, en fait, on est là, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il ne va pas y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Là, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on a mis 3 jours avant de réussir à attraper à la ligne le cork. Donc c'est des designs de cork qui sont un petit peu old school, c'est-à-dire que maintenant les corks ils sont
c'est des entonnoirs qui permettent de diriger de manière physique pour y aller plus facilement récupérer la pêche à la ligne. Hein. Et alors que là, vous voyez, c'est quelque chose de plat, donc c'est quelque chose qui... C'est des techniques qui évoluent hein, avec le temps. Et donc là, typiquement, bah, voilà, 3 jours à essayer de regarder quand est-ce qu'on va finir par attraper ça. Et pour la petite histoire, quand on a réussi à l'attraper, en fait, on est censé le remonter comme ça, et il s'est passé, en fait, ça n'a pas remonté droit, ça a remonté de travers, et donc il y a tout qui s'est explosé. Donc, je veux dire qu'on était contents, quoi. Donc, quand ça arrive, c'est un peu la déprime, mais enfin bon. Donc voilà un petit peu le premier type de choses, d'échantillonnage du fond marin qu'on est capable de faire. Donc, on revient là, cette fois plus sur les fluides, mais sur qu'est-ce qui se passe quand le corps, quand la carotte remonte sur le plancher. Donc là, c'est le premier corps. Je suis désolé, je vais parler de corps, c'est pour carotte. Hein. Et là, vous avez le chef de mission, là, c'est Jeff, qui arrive, parce que c'est le premier corps qui arrive. Et donc, typiquement, l'équipe technique crie « corps on deck !» Et là, vous avez tous les scientifiques qui savent faire, etc., pour essayer de commencer un bal d'échantillonnage et de travail sur ces corps directement sur le bateau. Donc, les premiers servis, c'est ceux qui vont faire les fluides. Pourquoi? Parce qu'on ne veut surtout pas contaminer avec l'air libre ces fluides-là, on ne veut pas les rééquilibrer. Donc, on va aller échantillonner ces fluides sous pression. Donc là, typiquement, vous avez Olivier là, qui est un petit peu stressé pour ces fluides-là, pour aller échantillonner ces fluides, pour aller après mesurer, après quand on sera plus sur le bateau, mais quand on sera revenu sur la terre ferme, ces fluides qui ont été pris ici. Donc après, on peut aussi récupérer les fluides aussi un peu à l'air libre avec des seringues, et ça, c'est plus risque à contamination que les autres processus. Ensuite, les biologistes. Les biologistes ne veulent surtout pas qu'on touche avec nos grosses mains sales de pétrologues les corps, donc c'est eux qui savent faire ici, aller échantillonner leurs roches pour aller observer la diversité microbienne qui se développe dans ce type d'environnement. Et donc là, qui récupère, donc là on a le corps là, qui est arrivé, là c'est ce que vous voyez ici. Et donc là, ils vont commencer à découper le corps et à échantillonner les différentes parties du corps en essayant de les contaminer le moins possible. Vous voyez, tout le monde a des gants. Bon, c'est un environnement de travail assez particulier. Donc vous avez toute l'équipe scientifique là, qui est derrière, toute l'équipe des biologistes, et qui commencent à aller récupérer leurs premiers échantillons. Donc là, ils ont le droit de prendre une certaine partie des corps. C'est eux qui décident les premiers ce qu'ils vont prendre et ce qu'ils vont nous laisser pour la suite. Ensuite, pendant ce temps, après, il y a les analyses de géophysique et de paléomagnétisme. Donc on a un laboratoire qui est équipé. Donc là, typiquement, des fois, ça peut être un petit peu long le temps qu'ils se décident, qu'ils fassent leur truc. Donc là, vous avez Jungu qui est en train d'attendre que les échantillons arrivent, parce qu'il trouve le temps un petit peu long sur les premiers corps qui viennent d'arriver. En plus, on est tous relativement excités de savoir les premiers corps. Et puis entre les premières manips, etc., il peut des fois se passer plusieurs heures avant qu'on commence à voir arriver ça. Donc c'est le temps un petit peu long, l'excitation est là. Hein. Ah oui, je ne vous ai pas dit, on travaille par demi-journée. Donc pendant 12 heures, on travaille, et pendant 12 heures, on se repose. Donc des fois, le corps arrive, les premiers échantillons arrivent, ça fait déjà 10 heures qu'on est ça, et le temps que les échantillons arrivent, c'est l'autre équipe qui va arriver, qui va commencer à travailler, et nous, il faut qu'on libère le pont. Donc c'est un petit côté des fois un petit peu frustrant dans cette approche ici. Et donc là, on fait les premières analyses, donc on fait les propriétés physiques des roches, on fait leurs propriétés paléomagnétiques, et on fait les premières imageries des corps. Et on va ensuite les couper en deux. La moitié, ça va être pour l'échantillonnage, et l'autre moitié, ça va être pour l'archivage. Et voilà typiquement à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez quelqu'un qui s'appelle Deng, qui a récupéré les premiers corps. Donc comme je vous disais, les biologistes, ils ne nous aiment pas trop, parce que vous voyez, on met nos mains directement sur les échantillons, c'est pour ça qu'ils se servent avant. Et voilà, on récupère ces corps ici qu'on va pouvoir aller observer, caractériser. Donc moi, mon travail sur le bateau, c'était de dire, c'est quoi les minéraux, c'est quoi les roches. On met en place une nomenclature pour décrire les types de roches qu'on va ramasser. On met en place, donc on écrit cette nomenclature, on détermine, on discute entre nous comment on va caractériser ces roches, sur quoi on va mettre l'accent, qu'est-ce qui est important, etc. Dans la description, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir, et on va se caractériser. Donc il y a quand même des codes à suivre qui sont assez
assez strictes avec IODP, comme c'est quelque chose d'international, il faut que ça puisse être lu par toute la communauté internationale, donc on ne peut pas faire n'importe quoi à chaque expédition, hein. Il y a des codes à respecter, mais on définit la nomenclature quand même qu'on va adopter pour caractériser les roches, les minéraux, les assemblages, sur quelle section, les couleurs, etc. Enfin, toute la caractérisation pétrographique à bord. Donc une fois qu'on a fait cette caractérisation pétrographique, eh ben, on va discuter des échantillons qui vont être les plus importants à analyser directement sur le bateau pour essayer de comprendre sur le bateau qu'est-ce qui se passe en profondeur, ce qui va nous permettre de réaffiner nos objectifs scientifiques, de les retravailler. Et donc là, typiquement, là, on est avec Kevin et John en train d'essayer d'identifier les différents types d'échantillons, pourquoi ils sont intéressants, et qu'est-ce qu'on va faire. Là, ce que vous voyez, les petites gommettes qu'on met, c'est pour dire, là, on pense qu'il faudrait faire une analyse détaillée en paléomagnétisme, parce que là, on pense que c'est intéressant. Là, on pense que cette petite vignette, là, on va faire une lame mince. Donc typiquement, on coupe le caillou, on l'affine, pour après l'observer au microscope, pour caractériser la minéralogie. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait à bord. Et enfin, on va aussi déterminer les roches qu'on souhaiterait broyer, mettre en poudre, pour analyser la composition directement à bord dans les laboratoires chimiques. Donc là, c'est des discussions qui sont parfois pleines de désaccords, mais qui sont... Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de super enrichissant comme mission. Hein. C'est parce que tout le monde a des cultures géologiques très différentes. Il faut réussir à se mettre d'accord, et c'est vraiment tip-top, quoi. Je trouve qu'on apprend énormément à travers ce type de mission, ce type d'échange sur le bateau, quoi. Et enfin, l'échantillonnage personnel. Alors là, comme vous pouvez le voir, en fait, l'échantillonnage personnel, des fois, c'est un petit peu la cohue, en fonction des types d'échantillons qu'on est capable de remonter. Et là, en fait, chaque chercheur a sa petite vignette. Et donc dit, moi, c'est ce petit échantillon-là, voilà, typiquement, c'est ce petit échantillon-là qui m'intéresse. Donc là, vous voyez, il y a déjà 3 petites vignettes, il y a 3 personnes qui ont dit, moi, je le veux, moi, je le veux, moi, je le veux, moi, je le veux, quoi. Et là, Olivier qui dit, mais pourquoi il le veut? Moi aussi je le veux, quoi. Et donc du coup, des fois, ça peut être sujet à désaccord, à discussion, parfois plus ou moins intense, de qui c'est qui prend quoi, etc. Pourquoi? Faut savoir que si jamais il y a un litige qui peut être important, c'est le chef de mission qui va trancher dans l'échantillonnage. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'avant d'embarquer sur un bateau, on écrit chacun un projet de recherche sur qu'est-ce qu'on veut récupérer, pourquoi on veut le récupérer, et quelle quantité il nous faut, pour quelles conditions, etc. Et donc si jamais il y a une dispute qui peut être très importante, le chef de mission peut dire, attendez, c'est moi qui vais décider, je vais reprendre les projets de chacun, le type d'échantillon, comment il a été décrit par les pétrologues, et je vais dire, ah ben non, ça correspond mieux au projet d'un tel ou au projet d'un tel, et donc je vais l'attribuer à telle ou telle personne. Okay. Bon, 99,9999% du temps, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de problème. Hop. Donc voilà. Donc, moi, j'ai récupéré comme ça une centaine d'échantillons lors de cette campagne. Hein, et voilà typiquement à quoi ressemblent les échantillons que j'ai récupérés. Donc comme je vous ai dit, moi, mon caillou favori, c'est la serpentinite. Hein. Donc on retrouve un peu ces écailles de serpent hein, que je vous présentais dans les Alpes occidentales tout à l'heure. Hein. Sauf que là, c'est échantillonné sur le plancher océanique. Et voilà, donc c'est un échantillon ici qui fait plusieurs centimètres de long. Et qu'est-ce que je fais concrètement avec cet échantillon? Et bien déjà, mon premier travail, c'est de faire de la pétrographie, c'est-à-dire de la description de qu'est-ce qui cristallise dans ces échantillons. Donc pour ça, je vais couper un petit sucre de roche, plusieurs centimètres d'épais. Je vais le donner à un litholameleur qui va venir le coller sur une lame de verre et qui va venir amincir cette lame de roche jusqu'à 30 microns d'épaisseur pour qu'après, moi, je puisse l'observer au microscope et caractériser ici tous les minéraux qui cristallisent dans ce type de roche, pour essayer de définir ce qu'on appelle une paragenèse minéralogique, c'est-à-dire quels échantillons cristallisent, dans quelles conditions, pression, température, quels minéraux cristallisent dans les roches, et comment après je vais reconstituer ça en termes de conditions, pression, température de formation. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire aussi des analyses qui vont être beaucoup plus poussées. Je vais commencer à faire de la microscopie, donc différents types de microscopie à différentes échelles,
à l'échelle micrométrique jusqu'à l'échelle nanométrique. Donc ici, ce qui m'intéressait, je vous en parlerai à la fin de ce qui me botte vraiment à la fin, c'est la matière organique ici, que vous pouvez voir, et la matière organique abiotique. C'est-à-dire que c'est de la matière organique qui est composée de liaisons CH-NO, principalement CH, et qui n'a pas forcément une origine biologique. J'essaye de mettre en évidence, moi mon travail en ce moment, ce qui me botte énormément, c'est d'essayer de mettre en évidence comment on distingue une matière organique qui s'est formée via l'activité du vivant, d'une matière organique qui s'est formée sans l'activité du vivant via des processus métamorphiques. Et donc pour ça, donc, je fais de l'imagerie et je fais de la spectroscopie. Donc ici, c'est de la spectroscopie infrarouge pour caractériser cette matière organique. Donc je fais aussi des cartos chimiques. Là ici, vous voyez le petit carré ici. Ça, c'est des cartos chimiques à l'échelle micrométrique où on a repéré du carbone, c'est ce carbone ici, hein, et qui est associé par exemple ici avec énormément d'oxyde de fer. Et après, je vais l'imager à différentes échelles pour essayer de voir la structure et trouver des arguments pétrographiques pour caractériser son origine. Mon deuxième type d'approche, c'est typiquement ce qui est lié avec les compétences que j'ai développées en postdoc. Donc c'est la chimie des roches. C'est-à-dire qu'une partie de cet échantillon, je l'ai pris pour observer ce qui cristallisait dedans, et l'autre partie, je vais le prendre pour le dissoudre chimiquement et étudier la composition chimique de la roche. Donc pour ça, je vais recouper une petite partie, je vais enlever toutes les parties superficielles pour enlever toute contamination potentielle, hein, et je vais faire un concassage, un premier concassage, et après je vais passer ça au broyeur à agate, qui en fait différents anneaux en agate qui viennent concasser, faire de la poudre à partir du premier concassage que j'avais fait. Et voilà typiquement ce que j'arrive à avoir, c'est-à-dire de la poudre de roche à très fine granulométrie. Une fois que j'ai fait ça, c'est assez long, c'est assez exhaustif comme travail. Hein. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Hein. On fait, je sais pas, je peux préparer une dizaine d'échantillons dans la journée, mais sur des grosses journées, quoi. Et après, je vais passer en laboratoire. Donc ça, ça n'a rien à voir avec moi. Hein. J'ai pris ces images sur Internet. Hein. Et donc, je vais venir dissoudre avec différents protocoles chimiques la roche pour la mettre en solution. Et après, je vais venir la purifier via ce qu'on appelle des colonnes chromatographiques pour aller enlever tous les éléments, sauf l'élément qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'après, je vais passer ça sur des multicollecteurs pour aller analyser les différents isotopes dans ce type d'échantillon. Donc là, typiquement, c'est un des multicollecteurs qu'on vient d'acquérir à l'IPG, le NuSaphir, et sur lequel je vais pouvoir analyser ce type d'échantillon que j'aurais purifié en amont. Et ça me permet de faire quoi? Ça me permet de faire en fait des graphiques de points avec la composition isotopique, ici en fer dans les roches, et ici en fonction de l'état redox du fer dans la roche. Donc là, typiquement, sur ce type de graphique, là, en fait, j'ai combiné, si vous voulez, mes approches de thèse où je m'intéressais à l'état d'oxydoréduction du fer et les rapports isotopiques que je mesure via les compétences que j'ai développées en postdoc. Okay. Donc ça, c'est mon premier type d'approche pour essayer de caractériser ce cycle de la lithosphère océanique. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on prend des roches qui sont prises dans leur contexte géodynamique, et donc on sait directement dans quel contexte elles se sont formées, comment elles se sont formées, etc. Et mon autre type d'approche, c'est de l'échantillonnage ex situ. Donc là, je ne suis plus directement dans le contexte géodynamique qui m'intéresse, je suis dans un contexte orogénique, donc j'ai formé une chaîne de montagnes, mais je vais retrouver des morceaux de cette lithosphère océanique, et je vais essayer de décorréler leur histoire pression-température au cours du temps pour essayer de comprendre comment la lithosphère océanique elle a été transformée à des plus hautes conditions de pression-température que je suis capable d'échantillonner via des missions embarquées. Donc là, typiquement, je travaille principalement dans deux orogènes. Donc vraiment, moi, mon cœur de travail, c'est les Alpes occidentales. Et je commençais aussi un peu à travailler en Himalaya, mais là, c'est plus via des collaborations. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est typiquement
une ophiolite, une métaophiolite. Donc une ophiolite, c'est un morceau de lithosphère océanique qui a été charrié sur le continent. Une métaophiolite, ça veut dire qu'en fait, elle a subi des transformations métamorphiques avant d'être charriée sur le continent. Et donc là, c'est l'ophiolite, la métaophiolite du mont Viso. Et ça, c'est le terrain de thèse de mon étudiante Clara, qui finit là, en fin d'année, sur lequel on allait échantillonner. Et donc là, croyez-moi ou pas, mais là, on a la structure de la lithosphère océanique. Ici, on a le plancher océanique, des suites de basalte et de gabbro. Et plus on va aller par là, plus on a des suites de manteaux hydratés. Et donc là, ici, je vais pouvoir aller échantillonner, observer tout du moins, la structure de la lithosphère océanique, mais pas directement dans son contexte, dans le contexte alpin. Donc suite à des transformations, bien sûr c'est tectonisé, il y a énormément de contacts tectoniques, ça a été retravaillé, ça a bougé, etc. Mais on réidentifie cette structure de la lithosphère océanique sur le terrain, sur ce type d'environnement. Donc là, je vais vous parler un petit peu de comment ça se fait qu'on retrouve cette lithosphère océanique, notamment dans les Alpes occidentales. Donc les Alpes occidentales, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc concrètement, en fait, l'histoire des Alpes, ça débute au Trias, donc c'est entre 200 et 250 millions d'années, par l'ouverture, la séparation, la dislocation de la Pangée, ce qu'on appelle le rifting, une période de rifting. Donc on est en train d'amincir le continent et on est en train en fait de briser, de séparer ce continent. Et c'est ce que vous avez illustré ici, avec le manteau qui commence à remonter. La croûte continentale ici, qui est vue à travers cette coupe entre la France et l'Italie. Donc ça, l'austro-alpin ici, c'est ce qu'on appelle, c'est typiquement l'Italie. Et ici, cette partie-là, c'est l'Europe, c'est les différentes zones qu'on reconnaît maintenant dans les Alpes, Briançais, Dauphinois, etc., qui sont affectées justement par la formation de ces Alpes. Et donc là, ce qu'on est en train de faire au Trias, c'est qu'on est en train d'amincir, en train de disloquer ce continent, la Pangée. Cette dislocation, elle va continuer, cet amincissement, cette période de rifting, elle va continuer, et elle va aboutir, entre 165 et 120 millions d'années, à l'ouverture d'un océan entre l'Italie et la France, et cette ouverture, elle est concomitante à la séparation à l'ouverture de l'océan Atlantique Nord. Okay, donc là, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc là, ici, on retrouve la même coupe que tout à l'heure, avec les différents domaines, l'Europe qui est en train de se séparer de l'Italie, et on ouvre ce qu'on appelle l'océan piémontais. Alors, il faut savoir que toute cette recherche, cette reconstitution de ce qui se passe ici, ce que je suis en train de vous décrire, c'est des choses qui sont actives dans la recherche. Essayer de reconstruire et de dater précisément la formation de ces Alpes, cette ouverture de l'océan. Et donc là, je vous ai mis des points d'interrogation parce que ces dates, elles sont sujettes à évoluer. Notamment, l'ouverture a pu commencer un peu plus tôt, vers 180 millions d'années. Et donc là, vraiment, la longueur de cet océan, on a des doutes. Est-ce que ça faisait plutôt 800 km, 1000 km? Mais ça reste quand même quelque chose d'assez petit, avec typiquement des vitesses d'expansion qui sont assez lentes, entre 0,5 et 2 cm par an. Entre 110 et 45 millions d'années, ce qui va arrêter l'ouverture de cet océan, et bien en fait, c'est l'ouverture de l'océan Atlantique Sud, qui va faire en fait remonter l'Afrique, et donc qui va commencer à fermer cet océan piémontais. Et donc cet océan piémontais, il va entrer en subduction et passer sous l'Italie. Et donc on est en train d'emmener à différentes conditions pression-température ici la lithosphère océanique lors de cette subduction. Et on va pouvoir la métamorphiser jusqu'à des conditions de très haute pression-température, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, jusqu'au 2,5 GPa pour environ 500-600 degrés. Après la disparition de l'océan, on va commencer à faire entrer une partie de la marge européenne en zone de subduction. On va commencer à l'amincir un petit peu. Et ça va
tendre à stopper le processus de subduction. C'est-à-dire qu'on va essayer de recycler quelque chose qui est en fait assez léger, qui ne va pas vouloir entrer en zone de subduction. Et donc on va commencer le début, vraiment, sensu stricto, de l'orogène alpine et de la naissance des Alpes. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait rentrer cette lithosphère océanique, eh ben, on va décrocher cette croûte continentale, on va décrocher des parties de la lithosphère océanique qui ont été métamorphisées à différentes conditions, pression, température, et on va les faire remonter vers la surface. Il faut penser un peu à l'esprit savonnette. Là, il y a des morceaux qui vont commencer à remonter, et donc qui vont nous remettre vers la surface des morceaux de l'océan Ligure qui ont été transformés pendant la subduction vers la surface. Et ce qui va finir ce processus de formation des Alpes, c'est quand le système il va se bloquer, c'est-à-dire quand la croûte continentale subduite ne va plus vouloir rentrer en subduction et elle va commencer à remonter vers la surface. Et ça, typiquement, c'est les massifs cristallins internes, type d'Oramera, qui ont été subduits à très haute pression, très haute température, qui vont remonter et qui vont permettre une exhumation en fait très très rapide des roches qui ont été métamorphisées à très haute condition, très haute pression, très haute température, vers la surface. Et c'est ce qui va empêcher en fait ce qu'on appelle la rétromorphose, le rééquilibre d'une partie de ces roches dans des conditions de plus basse pression, plus basse température. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble les Alpes. Donc quand vous regardez un petit peu ce schéma des Alpes, la structure des Alpes, on a les zones de suture ici, typiquement dans les Alpes occidentales, avec ici le continent européen, ici l'Italie, et entre les deux, eh ben, on a les vestiges de l'océan qui sont pincés entre l'Italie et l'Europe, et qui ont été transformés à différentes conditions, pression, température, pendant la subduction. Donc là, c'est ce que vous voyez ici, avec les unités bleues qui ont été subduites à plus ou moins haute pression, haute température, avant d'être réexhumées vers la surface. Et donc là, c'est la carte que je vous présentais tout à l'heure, où après on retrouve ces différentes unités océaniques qui ont enregistré différentes conditions de pression, de température, puis des conditions de basse pression, basse température, jusqu'à des conditions de très haute pression, très haute température, pendant la subduction. Hop. Ok. Donc, voilà une image d'un col tel qu'on le retrouve sur l'ophiolite du mont Viso. Donc ça, c'est une image qu'on a pris, c'est pas de Balestro celle-là, ça c'est une image qu'on a pris sur le terrain avec, à la base, on s'est basé sur un travail de Balestro. On allait observer justement cette lithosphère océanique métamorphisée dans des conditions de très haute pression, très haute température, lors de la thèse de Clara, au niveau du mont Viso. Donc là, on est au niveau du col du Barakoun. Et ce qu'on reconnaît, c'est des sédiments, parce que c'est des sédiments qui ont été rééquilibrés à haute pression, haute température, associés à des métaserpentinites ici, et des métabasites entre les deux. Et ce qu'on reconnaît ici, c'est un contact tectonique, typiquement une ancienne faille de détachement, où les roches sont très très déformées en contact avec les métasédiments et les métaserpentinites. Et ça, ce type de structure, eh ben, en fait, on va les interpréter en termes de structure océanique. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est des images de ce à quoi on pense que ça ressemble la dorsale océanique dans un océan de type plan, avec des grandes failles de détachement qui vont permettre l'exhumation du matériel profond vers la surface de l'océan. Donc, que ce soit des gabbros ou des serpentinites, qui vont interagir avec l'eau de mer, se transformer en serpentinite, et qui vont être ensuite recouverts par des couches de sédiments. Et donc, typiquement, ce que vous voyez ici, les contacts métasédiments serpentinite avec des métabasites entre les deux, sur le contact, c'est exactement ce que vous voyez ici, en fait. Ce qu'on est capable d'imager, des structures qu'on est capable de reconnaître au niveau d'un océan type plan. Donc là, ici, ce qu'on regarde ici, c'est ça, c'est une coupe à travers la profondeur dans la lithosphère océanique générée au niveau de l'océan Ligure. Et donc là, on est allé s'intéresser encore une fois aux serpentinites,
et on est allé regarder les serpentinites qui cristallisent dans ce contexte. Donc ces anciennes roches du plancher océanique, à quoi elles ressemblent maintenant? Donc là ici, je vous ai montré une photo typiquement de serpentinite métamorphisée à haute pression, haute température, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vous ai remis ce qu'on échantillonne au niveau du plancher océanique. Donc vous voyez, ça n'a plus rien à voir. On ne va pas retrouver du tout les mêmes types de minéraux, hein. Donc là ici, on reconnaît la serpentine, c'est la couleur un petit peu verdâtre. Ce qu'on voit ici en noir, c'est de la magnétite. C'est un oxyde de fer riche en fer 3+. Hein. Et on va reconnaître deux minéraux que d'habitude on n'observe pas ici dans ce type d'échantillon. On a ce que j'ai appelé ici des minéraux secondaires. C'est des minéraux qui sont formés à haute pression, haute température pendant la subduction. Donc ici on a deux types, on a de l'olivine et on a un minéral assez exotique. On a même deux minéraux, on ne voit pas très bien ici, mais en fait il y a deux nuances de rouge. Hein. C'est ce qu'on appelle de la titano-humite. On a deux types de titano-humite. On a ce qu'on appelle la titano-chondrodite et de la titano-clinoïde. Bon, ça c'est assez exotique. Hein. C'est grosso modo de l'eau, c'est grosso modo de l'olivine avec de l'eau et du titane. Et ça, cette reconstitution pétrographique, etc., en fait, on va essayer de la modéliser thermodynamiquement pour essayer d'établir dans quelles conditions de pression, température se sont équilibrées ces roches. Donc là, ici, ce que vous avez, c'est une espèce de grille pétrogénétique. Donc là, celle-là, elle n'a pas été calculée. J'ai pris quelque chose d'assez épuré, en fait, pour montrer quelque chose d'à peu près compréhensible. Donc tout ce que vous avez ici, donc ça, c'est encore une fois, plus on va vers le bas, plus on s'enfonce dans la lithosphère océanique. On augmente en conditions température. Et ici, c'est les réactions métamorphiques qu'on est capable de modéliser thermodynamiquement en fonction de l'évolution des conditions pression-température. Okay, donc, chaque ligne que vous voyez ici, ça correspond à une transformation à l'état solide de certains minéraux de la roche qui vont se rééquilibrer dans différents domaines. Donc ça, SB, c'est le domaine du faciès schiste bleu que je vous présentais tout à l'heure. Ici, le domaine du faciès éclogite, très haute pression, très haute température. Et donc, quand on va augmenter les conditions pression-température, on va passer ces différentes transitions de phase et on va recristalliser différents minéraux dans cette roche. Donc là, par analogie à ce qu'on observe, en fait, on voit par exemple ici qu'on a une première réaction, la brucite plus antigorite, qui forme de l'olivine métamorphique. Et c'est voilà, le premier minéral ici que vous pouvez identifier ici, qui s'est formé lorsqu'on a passé cette réaction, à peu près à 400 degrés, vers un GPa, quelque chose comme ça, pendant la subduction. Donc ça, c'est un des premiers vestiges de cette augmentation des conditions pression-température. Les deuxièmes types de minéraux, là, les autres minéraux là, que je vous disais, les titano-humites, ici, ce que vous pouvez voir, c'est ces titano-humites, elles vont coexister ici à très haute pression, plutôt haute pression, ici, où on a titano-chondrodite et titano-clinohumite. On est quelque part sur cette ligne, et cette roche est rééquilibrée quelque part sur cette ligne. Donc on a passé cette réaction, donc on est après cette ligne, et on est quelque part ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a de la serpentine, donc ici, l'antigorite, qui est le minéral de la serpentine. Là, elle disparaît ici, via cette réaction métamorphique ici. Donc ce qu'on voit, c'est que dans notre roche, on a toujours de la serpentine, donc on n'a pas passé cette réaction métamorphique, on n'a pas passé 650 degrés, on est resté en dessous de 650 degrés. Donc typiquement, juste en observant cette roche sur le terrain, on est capable de dire, voilà, on a une roche qu'on échantillonne, qui est équilibrée vers 2 gigapascales et 550 degrés. Okay, et donc, après, on est capable en fait, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est devenu des échantillons in situ que je vous ai présentés tout à l'heure, lors de l'augmentation des pression-température pendant la subduction. Qu'est-ce qui s'est passé chimiquement quand on est passé de ça à ça? Et donc là, c'est ce que je vous disais, je combine ça avec les analyses sur spectromètre de masse au laboratoire pour essayer de comprendre l'évolution chimique de cette lithosphère océanique pendant la subduction. Donc ça, c'est vraiment le gros aspect
de mon travail. Je continue encore ou pas? De quoi? J'ai 2-3 trucs pour montrer ce que je fais en ce moment. Ça vous intéresse ou pas? Ouais, ok. Ok. Donc là, ma grande question en ce moment, c'est celle-là. C'est quoi la mobilité du carbone dans ces différentes zones, et notamment dans ces zones de subduction? Qu'est-ce qui se passe avec le carbone? Donc, ce que je vous ai présenté, c'est la dorsale, les zones de subduction, et c'est ce qu'on appelle des carrefours chimiques, des échanges chimiques entre les enveloppes externes et la profondeur de la Terre. Ok? Et donc j'essaie de regarder, comme je vous ai expliqué, quels sont les éléments, comment le carbone va être piégé dans la lithosphère océanique lors de son altération. Et après, est-ce qu'il est mobilisé? Qu'est-ce qui se passe au niveau du carbone lorsqu'on le déshydrate à haute pression, haute température? Est-ce qu'on le laisse dans la lithosphère océanique ou est-ce qu'on le dévolatilise complètement? Ok? Ouais, et donc si on le dévolatilise complètement, en fait, on ne le recycle jamais vers l'intérieur de la planète. Il reste constamment dans les enveloppes externes. Ou alors, une grande partie va rester dans la lithosphère océanique et être transférée vers l'intérieur de la Terre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de choses en ce qui concerne le cycle long du carbone. Donc là, je ne parle pas de cycle court. Hein. Là, on parle vraiment du carbone. Les échelles de temps dont je vous parle, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique à l'heure actuelle. Hein. C'est les échelles de temps, c'est pas du tout comparable. Hein. C'est 2 millions d'années. Le réchauffement climatique, en ce moment, on est de l'ordre d'une centaine d'années. Donc c'est pas, il n'y a pas de cause à effet directement avec ce qui se passe en ce moment. Mais il y a quand même des grandes questions, parce que je ne sais pas si... Moi à l'école, quand j'étais à la fac, moi, le cycle du carbone, on me le présentait comme ça. On me disait, voilà, on a le manteau profond. Ce manteau profond, il dégaze lors de la fusion, typiquement au dorsal, même au niveau des zones de subduction, au niveau des points chauds. Et le carbone, il va vers l'atmosphère, principalement sous forme de CO2. Ensuite, ce CO2, eh ben, on va le piéger dans la lithosphère océanique via 2 types de processus, qui sont la formation de carbonate, ici. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on nous présentait avec l'altération, le métamorphisme, ou la sédimentation. Et on a l'activité biologique qui va faire du carbone organique. Donc là, maintenant, on sait aussi qu'on a des activités abiotiques qui permettent de faire du carbone organique. Et ensuite, ce carbone, on allait le recycler vers le manteau profond. Et donc, on avait une espèce de steady state, d'équilibre entre les processus de dégazage et les processus de recyclage. Et donc, on avait un manteau, une Terre à l'équilibre en ce qui concerne son cycle du carbone. Et ça, il y a quelques années, en 2015, ça a été complètement remis en question. C'est-à-dire qu'il y a cette étude, donc ça, vous avez une des anciennes études d'Asgupta-Hirschman, vous avez cette étude de Kelemen et Manning qui a fait naître une controverse, et si, en fait, on ne recyclait pas de carbone vers l'intérieur de la planète. Alors, Kelemen et Manning, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont estimé les flux vers la surface de la planète, donc ça, c'est des choses qui sont déjà bien connues, hein. Et ils ont comparé leurs nouvelles estimations par rapport à ce qui a été fait. Donc ils ont estimé les quantités qu'on dégaze vers l'atmosphère. Et ensuite, ils ont essayé d'identifier ici un nouveau processus qui est la solubilisation des carbonates, mais non pas lors de la déshydratation des sédiments, mais en prenant en compte les grandes quantités d'eau qu'on est capable de stocker dans la lithosphère et de recycler vers les profondeurs. Et si on libérait toute cette eau, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, en fait, on est capable de dissoudre l'intégralité du carbone contenu dans la lithosphère océanique, si on le considère uniquement sous forme de carbonate. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, si on considère ça, eh ben, en fait, on arrive à un bilan qui est complètement nul en termes de recyclage vers l'intérieur de la planète, et donc, en fait, il n'y a pas de cycle profond du carbone sur Terre. Donc ce type d'études-là, ça a généré beaucoup d'engouement sur qu'est-ce qui se passe ici. Vraiment, comment... Ça fait naître énormément de points d'incertitude sur un cycle, en fait, qu'on pensait maîtriser dans la communauté. Et ça fait, ici, j'ai souligné quelques points de désaccords fondamentaux en ce qui concerne le cycle du carbone et les grandes incertitudes qui permettent, en fait, de dire, bah, dans un cas, on recycle rien, ou dans un cas, on a un cycle du carbone à l'équilibre. Et ben, en fait, déjà, on va se rendre compte qu'au stade intraocéanique,
eh ben, autant on arrive à bien contraindre les quantités de carbone qu'on est capable de stocker dans les couches relativement superficielles, mais en profondeur ici, eh ben, on a des grandes incertitudes sur l'état du carbone en profondeur et les quantités. Regardez un peu les différences de quantité entre Kelemen et Manning et Dasgupta-Hirschman, c'est quasiment un facteur 4, quoi. Donc en termes de bilan de masse, ici, il y a des très très grandes incertitudes qui sont liées ici à cette partie. Ensuite, comme je l'expliquais, sur les processus de mobilisation du carbone, comme je disais, juste en considérant un nouveau processus, eh ben, ils permettent à remettre en question et à faire naître un nouveau paradigme selon lequel, en fait, ça se trouve, il n'y a pas de carbone qui est recyclé vers l'intérieur de la planète, et en fait, on stocke de plus en plus de carbone dans les écorces superficielles de la planète. Où on le stocke? Et bien ça, c'est des grandes questions. Est-ce qu'on le stocke de manière solide, dans le manteau, relativement superficiel, dans la croûte continentale, pourquoi pas? Parce que, vraisemblablement, on n'arrive pas à tout le dégazer non plus. Donc est-ce qu'on crée des réservoirs qui vont pouvoir être remobilisés? Je ne sais pas, moi, par exemple, lors de la formation d'une chaîne de montagne, lorsqu'on entre en collision, tout ça, on sait que la formation des chaînes de montagne, ça va dégazer énormément d'éléments volatiles, ça va affecter les climats, ça va modifier les compositions de l'atmosphère à la surface. Donc, est-ce que ce n'est pas ce carbone qui, par exemple, pourrait revenir à la surface? Et aussi, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si on ne recycle rien ici, ça veut dire qu'on est incapable de tracer le cycle profond du carbone. Et si oui, sous quelle forme on est capable de le retracer ou non? Tout ça, ça ouvre énormément de questions sur un cycle, en fait, qui était censé être très bien connu. Et donc moi, avec mes différents types d'approches que je vous ai présentés, c'est typiquement ce que j'essaye d'approcher, ces différentes questions, ces grandes incertitudes à travers le cycle du carbone. Et donc ça, c'est mon activité de recherche à l'heure actuelle, comprendre ce qui se passe sur des processus plus superficiels via l'étude d'échantillons de forage, comprendre ce qui se passe à très haute pression, très haute température en ce qui concerne le carbone via la formation par exemple des Alpes. Et ici, je ne présente pas, mais on fait aussi des approches expérimentales en laboratoire pour essayer de prendre des roches, les amener à très haute pression, très haute condition, pression-température, qu'on n'est pas capable d'échantillonner dans ce type de conditions, pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe lors de ce recyclage profond. Donc voilà. Hop. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai tué tout le monde. Vous avez parlé quand vous faites du forage, aussi des dragages. Est-ce que vous avez des problèmes ponctuels avec l'organisation de l'université? Parce que dans l'endroit où vous allez, je ne pas ces problèmes-là. Je pense que oui, je pense qu'il y a pas mal de questions qui doivent se poser sur comment ça détériore, etc. On ne fait pas du dragage partout. On fait, c'est sur des zones assez localisées. Moi, du dragage, j'en ai pas fait parce que j'étais pas embarqué, donc je ne sais pas les questions, si tu veux, qu'on se pose directement sur le bateau pour effectuer ce genre de choses. Donc je ne pourrais pas directement te répondre là-dessus parce que j'ai malheureusement pas pu être embarqué sur le bateau à ce moment-là. Désolé. Est-ce que, quand vous êtes sur le bateau en mer, les équipes de chercheurs, est-ce que les équipes de chercheurs elles sont encore en lien avec par exemple, les marins, les ouvriers et tout? C'est vraiment des équipes séparées? Ah oui, on est. Alors, ce qui fait le lien, c'est les chefs d'équipe. Les chefs d'équipe, en fait, eux, ils participent à la. Alors, il y a différentes équipes de techniciens. Il y a les techniciens les techniciens et ingénieurs qui travaillent directement sur la partie forage. Et il y a ceux qui nous aident dans les laboratoires sur les problèmes de machines, sur comment aborder les découpes, etc., qui nous montrent un peu comment exploiter le Joy-Death au maximum. Donc ces équipes-là, on est directement tous les jours au quotidien en train d'interagir avec elles. Et après, sur le forage, sur ce que je disais,
la dynamique de forage, comment on doit aborder le forage. C'est les chefs d'équipe, en fait, ils ont une réunion une fois par jour avec les représentants du personnel technique. Et en fait, il y a les interactions sur combien de temps on reste sur ce forage, pourquoi on reste aussi longtemps, quel type de forêt on doit aborder, quelles sont les complications qu'on rencontre et comment on doit s'adapter par rapport au... Ça, c'est vraiment géré par tout cet aspect interaction à grande échelle, c'est vraiment géré par les chefs de mission. Les chefs de mission, ils ont vraiment cette mission de faire que tout se déroule le mieux possible. Et ils doivent tous les jours envoyer des comptes rendus à IODP pour dire comment ça se passe, quels problèmes ils ont rencontrés, comment ils ont essayé de... Et ils ont des interactions avec IODP qui peuvent leur envoyer des conseils. Et même, on a des scientifiques IODP qui sont rattachés avec le chef de mission, qui font des missions je sais pas, qui sont quasiment embarqués la moitié de l'année, et donc qui ont l'habitude de pas mal de problèmes. Et donc il y a un représentant IODP qui est là avec les chefs de mission, qui est scientifique, et qui aide justement à toutes ces interactions, toutes ces questions qu'on est capable... C'est une très grosse logistique, c'est assez complexe à mettre en œuvre, et c'est incroyable comment ça marche très bien en fait sur le bateau. Ouais. Ok, merci. Je m'en voudrais de prendre la parole sans vous remercier. Ma question concerne les mesures métalliques. Est-ce qu'il y a un lien entre la mise en place des mesures métalliques et puis la dynamique océanique? Oui. J'en ai pas parlé. La vidéo que je vous ai montrée, j'ai dit qu'il y avait différents types de fumeurs. Et il y a des fumeurs noirs qui sont très riches en métaux et qui vont faire ce qu'on appelle des hors déposites, des dépôts minéralifères, riches en métaux, arsenic, antimoine, tout genre de choses. Et ça, c'est des choses qu'on observe à la surface. On échantillonne. Typiquement, sur la mission Arc-en-Sub, on a ciblé sur ce type de métaux qu'on forme à la surface au niveau des zones de circulation et d'éjecta préférentiels des fluides pour aller savoir c'est quoi leur composition, qu'est-ce qui contraint leur composition, quelles sont les activités microbiennes associées avec ces différents types de dépôts minéralifères. Donc ça, c'est en domaine intra-océanique, mais il y en a aussi en domaine continentaux, d'orogènes, hein, où on va retrouver dans les orogènes, justement, ces dépôts minéralifères et qui sont plus ou moins exploités dans différents types de pays et d'orogènes. Je pense notamment en Himalaya, ou toute la partie Tibet, etc. Tout ça, c'est très exploité par les Chinois, justement, pour tout ce qui est dépôt. Donc, toutes ces circulations de fluides, elles vont engendrer de la mobilité des métaux, fer, zinc, cuivre, cobalt, arsenic, antimoine, tout ça. Et tout ça, oui, ça c'est un aspect que je n'ai pas du tout discuté là, mais c'est un aspect qui m'intéresse aussi pas mal dans ma recherche. Mais c'est pas ce que j'ai voulu mettre en évidence tout de suite ici. Okay. Vous avez parlé de fumeur blanche, vous êtes d'hydrogène et de méthane. On peut vous demander quel était l'intérêt de récupérer l'hydrogène et de le stocker. Vous avez dit qu'il y avait des chercheurs qui essaient de stocker cet hydrogène. J'ai dit. Par rapport aux méthodes chimiques, Alors, il y a deux aspects. Il y a comment tu produis l'hydrogène de manière naturelle, en fait. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, l'état... je ne vais pas équilibrer ça, quoi, mais en fait, tu prends de l'eau, okay, tu prends de l'eau, tu as des minéraux qui sont riches en fer, donc c'est pas équilibré. Hein. Pas équilibré chimiquement, hein. C'est juste pour te présenter. Okay, je mets de l'eau, je mets du fer, je fais réagir à haute température, je vais faire du fer 3. Donc j'intègre de l'oxygène dans mon fer, je pompe de l'oxygène, et en fait, je réduis l'eau. Et je fais de l'hydrogène. Et ça c'est une réaction qui est fondamentale sur la production d'hydrogène à l'aride. Cet hydrogène, après,
plus complexes avec le CO2 dans l'eau de mer. Je fais des réactions type Fischer-Tropsch, où je vais pouvoir faire CH4 plus H2O. Tu vois rien? Bien, ça, ok. Hop. Ouais, voilà. Je refais, j'ai H2O. J'ai mon fer qui est contenu dans mes minéraux, typiquement dans l'olivine. Je l'oxyde via la circulation de l'eau de mer. Okay. Je pompe l'oxygène de mon eau et je forme de l'hydrogène que après je vais relâcher dans la phase fluide. Okay. Cet hydrogène, il va me servir à réduire le CO2 dans des conditions très très réductrices et à former du CH4 et de nouveau de l'H2O. Et donc là, si tu veux, j'ai la base pour former H2CH4. Et ça, c'est des réactions qu'on essaye de mettre en exergue, de savoir comment on est capable de former ça et ça. Parce que ça, le problème de ce type de réaction, c'est qu'on a des cinétiques qui sont très très lentes. Et en fait, on est de plus en plus en train de se rendre compte que c'est des trucs qui ne sont pas très efficaces. Donc, essayer de comprendre comment ça se forme, c'est absolument fondamental. Parce qu'après, ça va permettre énormément de choses. Là, récemment, il y a les premiers acides aminés de manière abiotique qui ont été mis en évidence au niveau de ces fumeurs, etc. Il y a des questions essentielles sur l'apparition de la vie sur Terre associées à tout ça qui stimulent, comme je disais, la communauté scientifique. Et c'est vraiment important. Donc c'est important, là, c'est pas équilibré. C'est rien équilibré. Okay. Donc ça c'est comment tu le produis. Après, la question, c'est est-ce que tu es capable de le stocker? Si oui, sous quelle forme? Est-ce que tu vas le stocker sous forme solide, via, par exemple, de la matière organique abiotique? Je te prendrais avec des liaisons C, H. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui va être stable plutôt que ça? Et donc, est-ce que c'est pas ça que tu vas former dans tes roches? Ou est-ce que tu vas pouvoir faire vraiment des poches d'hydrogène ou de méthane dans la lithosphère océanique que tu vas être capable de libérer, etc. Et est-ce qu'en fait, là, il n'y a pas des systèmes, si tu veux, d'exploitation qui sont... Il y a des systèmes de stockage, pour l'instant relativement méconnus, au niveau des dorsales. Parce que quand on essaye de faire des bilans de masse, c'est des choses qu'on maîtrise très très mal en termes de... Comme on a des grandes questions sur les mécanismes de production de cet hydrogène et de ce méthane, et ben, sur les problèmes de stockage, on a encore plus de questions, à savoir dans quelles conditions on peut être capable de les stocker, etc. Ok ? Tu vas faire des missions en mer, tu fais aussi des missions de terrain diverses. C'est quoi la proportion de ton temps de travail pour l'année de mission? Alors, c'est entre les années où je ne fais pas beaucoup de missions, c'est une semaine. Les années où je fais beaucoup de missions, c'est 3 mois. Mais généralement, j'essaie de garder entre 15 jours et 1 mois sur le terrain par an. Cette année, j'ai rien fait parce que j'avais prévu de partir 1 mois en mer et ça a été raté, quoi. Mais généralement, j'essaie toujours, si je ne peux pas partir en mer, j'essaie au moins de faire 2 semaines ou peut-être des fois plus long. Quand on part avec Pierre, typiquement en Himalaya, on part 1 mois, quoi. Donc c'est plus long, quoi. Et les missions en mer, on peut en faire plusieurs de suite? Alors moi, je n'oserais pas faire une mission en mer, 2 missions en mer de suite, mais je pense qu'il n'y a pas de règle, quoi. Moi, à la maison, je me fais tuer si je fais 2 missions en mer de suite. Ma question, c'était plus, est-ce que tu peux postuler pour faire ces missions en mer? Ouais. Tu postules, tu écris un projet de recherche, et en fait, donc, typiquement, IEDP, il y a des appels d'offres tout le temps, en fait. Et ils cherchent différents types de chercheurs pour mener à bien la mission. Et donc tu postules, tu écris un projet de recherche. Et donc les chefs de mission prennent tous les postulants, les dossiers, etc. et décident en fonction des besoins à bord, qui c'est qu'on va embarquer, etc. Donc ça dépend de qui c'est qui est intéressé, quel moment de période de l'année. Tu as beaucoup moins de gens qui cherchent à faire des missions en mois de décembre, janvier qu'en plein été, quoi.
C'est énorme. Je crois qu'on avait parlé juste faire fonctionner le JoyDesk, juste le faire fonctionner, comme ça en mer. Je crois que c'est de l'ordre de... C'est à vérifier, hein, mais de mémoire, je crois qu'on m'avait dit quelque chose de l'ordre de 150 000 $ par jour. Ouais. Ah, c'est une logistique qui est assez impressionnante. Hein. Ouais. Il me semblait qu'avec le JoyDesk, on avait atteint quasiment la limite vers le mot. Ah non, je crois que faut demander à Lidérix. Ouais. Lui, il participe aux missions les plus profondes. Moi, j'ai idée qu'on est... alors, je sais pas, parce que ça dépend de ce qu'ils appellent mot dans leur nomenclature. Mais j'avais cité, donc ils ont foré les rides rapides, c'est ce qu'on fore le mieux. Donc, typiquement, tu as les pilots, tu as ce qu'ils appellent le Shetty Dyke, tu as les gabbros isotropes. Okay. Et après, tu as le complexe folier, lité des gabbros. Et ça fait à peu près 8 km, je crois. Et moi, je crois qu'ils arrivaient quelque part par là. Mais après, je me demande s'ils ne sont pas au niveau d'une faille, où en fait, tu fais remonter le mot un peu plus... je crois que c'est une histoire comme ça, en fait. Donc, c'est pas le mot très profond. Mais il y a une mission un peu imaginaire en 2025 où avec le Shikyu, ils espèrent, parce que donc le nouveau bateau japonais, ils espèrent, je crois que c'est en 2025, atteindre vraiment le vrai Moho, quoi. Et aller remonter, est-ce que c'est des péridotites, des serpentinites, à quoi ils vont ressembler? Mais je crois qu'il y avait un projet similaire il y a 20 ans avant qui n'a jamais en fait abouti. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir sur ces choses-là, mais je ne sais pas si c'est vraiment faisable et à quel point, quoi. On va s'arrêter là, on peut remercier Baptiste une deuxième fois.